Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 décembre 2022. Une magnifique soirée pour ce 5e anniversaire de l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs. Vous avez été très nombreux à venir nous rendre visite, à célébrer avec nous ce 5e anniversaire de cet espace assez extraordinaire, au fond, où il y a la librairie, il y a l'atelier de Fabienne Roch, qui jouxte la librairie. Notre appartement au-dessus, rempli de livres, rempli de tableaux, plein de poésie, en fait. Et, euh, et ce soir, donc, en tout cas, vous avez été nombreux, vous avez été très nombreux. J'ai pensé faire une vidéo où je recueillerais quelques-uns de vos témoignages. Et puis, après, je me suis dit, non, profitons de la soirée. Et j'ai offert quand même à François S., qui se reconnaîtra, de faire une vidéo avec moi. Il a décliné, je le comprends. J'ai offert à Fabienne aussi d'en faire une avec moi. Elle a décliné. En fait, tout le monde préfère me laisser aller dans mon délire verbal. Alors ce soir, qu'est-ce que je retiens de la soirée? Il y a eu des éditeurs qui sont venus, des amoureux des livres, bien entendu. Des poètes, poètes, poètes hommes, poètes femmes. Des écrivains importants. Des gens qui sont animés par une quête. Et j'ai annoncé aux gens rassemblés, parce que j'ai fait un petit discours, peut-être Israël qui a filmé le discours me transmettra une copie, que à mon tour, je transmettrai sur mes réseaux. J'ai annoncé que j'avais pour projet, que nous avions pour projet, de continuer pendant 20 ans. Mon objectif, au fond, c'est de faire 50 ans de ce métier. Voilà, 50 ans, un demi-siècle. Et je pense bien que dans 20 ans, si je fais attention à ma santé, je devrais être encore parmi vous. Est-ce que dans 20 ans, je vais encore faire des vidéos? Je ne sais pas. Par la présente occasion, je tiens à remercier Jean Guernon, avec qui nous avons fait une vidéo entretien, qui a peut-être semblé décousu aux yeux de plusieurs, mais c'est que Jean est malade. Et j'invite Jean, qui va écouter cette vidéo-là, à écrire le plus possible. Je sais que je vais rendre compte très prochainement du texte qu'il m'a fait parvenir du baron Philippe, le manifeste du matriarcat. Je vais en rendre compte très, très, très rapidement. Le temps nous presse, hein, Jean? Mais je l'invite à écrire et je l'invite à m'envoyer ces textes. Textes que je rendrai compte ici sur ma chaîne. Alors, j'ai dit à plusieurs de mes amis ce soir qu'au fond, pour ce qui est de la question nationale, pour ce qui est de la question de l'indépendance, pour répondre à Astérias qui me demandait si au fond le lien, le socle commun du projet indépendantiste, c'était la langue française. Eh bien, c'est une langue française qu'on a passablement massacrée au Québec. Et j'aurais envie de dire qu'au fond, on n'avait pas envie d'être compris par les autres locuteurs d'expression française, parce qu'on avait du mal à se comprendre soi-même. La langue qu'on parle est traversée d'anglicismes, de faux amis, de mots anglais. Et on a le beau rôle de m'origéner, de blâmer les Français de l'Hexagone, d'utiliser assiété du franglais, d'avoir pour raison sociale de certains commerces des mots anglais, de se gaver de mots anglais. Mais la structure organique de la langue française demeure intacte. Et
Dans l'Hexagone, il y a des puristes de la langue. Il y a des gens qui jouissent de la langue, qui jouent avec la langue, qui en font un objet de beauté. Tandis qu'ici, la langue française, c'est presque une langue étrangère. C'est une langue qu'on doit conquérir. À l'instar des Haïtiens, des écrivains haïtiens ou des écrivains africains, qui, eux, n'ont pas hésité à se lancer à l'abordage de la langue française. Comme un butin de guerre. Comme si ils prenaient leur revanche sur leur statut de colonisés. Nous, de colons colonisés, eh bien, le poids du colon, de celui qui nous colonise, et de celui qui nous colonisant se libère du statut de colonisateur, parce que le colon colonisant le colon, il se voit comme un libérateur. Il se voit comme un être supérieur qui vient apporter ses lumières. Et il y a des historiens, l'École de Québec, Marcel Trudel à sa tête, qui ont proposé une lecture avantageuse de la défaite des Plaines d'Abraham, qui est une défaite française, qui a scellé le sort de l'Amérique française, qui, au fond, nous ont le fait de devenir une colonie britannique, nous a protégés à la fois des exactions, des monstruosités de cette république naissante dans le sang, de cette révolution déicide et régenticide, et qui nous a offert la démocratie parlementaire. Et de ce point de vue-là, les Québécois, qui ont été à la fois façonnés par la manière de faire des Autochtones, avec les préambules, avec les grandes discussions, avec les arrangements autour du feu, doublés par l'exercice de la démocratie anglo-saxonne, et j'aurais même envie de dire que de ce point de vue-là, les Québécois ont sous la férule du régime parlementaire britannique, ont un avantage dans la démocratie que les Français n'ont pas. Alors les Français règlent leurs conflits ou ne les règlent pas, mais les antagonismes, ils sont creusés. Les antagonismes, ils sont poussés jusque dans leur dernier retranchement. Tandis que la démocratie de type britannique suppose des palabres, des négociations. Et pour finir, un gentleman agreement, c'est-à-dire une manière de faire qui satisfasse un tant soit peu les deux parties. Je m'égare. C'est normal. J'ai bu quelques verres de vin ce soir. Parce que partager le vin de l'amitié aussi, c'est très important. Alors, je vais prendre une petite gorgée. J'avais envie donc de vous dire que au Québec, le combat contre la gauche et la droite est très féroce. Celle qui détient vraiment le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir économique, c'est la droite. Le pouvoir d'opposition, le pouvoir culturel, campe à gauche. Mais on ne fera pas l'indépendance avec seulement les gens de droite et seulement avec les gens de gauche. Il nous faudra autour de nous des gens qui réussissent à parler aux deux camps, dans un but commun. Je ne dirais pas que c'est la tâche que nous nous sommes fixés, Fabienne puis moi, ça serait par trop ambitieux d'affirmer une telle chose. Mais assurément, l'indépendance ne se fera ni dans un camp, ni dans l'autre, mais avec un espace où les deux camps soient capables, où les deux camps sont en possibilité de pouvoir se parler.
Alors, de ce que je comprends dans ce combat anti-woke, qui bientôt, à mon avis, je vais conclure là-dessus, avec la guerre qui a commencé le 24 février, parce que j'entendais hier Macron encore qui disait qu'il fallait négocier. Et Macron avait cette phrase qui, moi, m'a stupéfié. La guerre intégrale. Il ne parlait pas de guerre mondiale, il parlait de la guerre intégrale. Mais la guerre, elle est toujours intégrale. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Alors la guerre intégrale, il n'osait pas dire la guerre mondiale, il n'osait pas dire une guerre de grande envergure, d'une grande ampleur, mais il parlait d'une guerre intégrale. Encore une manière de ne pas dire les choses. Et c'est visible qu'il a peur. C'est visible aussi qu'il craint le djihad poutinien, cette alliance monstrueuse, sulfureuse entre une religion orthodoxe, revancharde, qui reprend la guerre de religion, qui reprend le schisme de Constantinople et le djihad islamique euh, détestant d'une certaine manière l'Occident. Ils sont nombreux au sein de notre société qui, pour des raisons métaphysiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons de valeur, des raisons civilisationnelles, et c'est un mot qui me fait peur, civilisation, souhaitent un affrontement entre notre univers de démocratie libérale perçu comme décadent, perçu comme veule, perçu comme... Et le combat que la droite livre au wokisme, c'est une manière aussi de livrer un combat contre la gauche. Et si on souhaite, si on espère, si on désire l'indépendance du Québec, on ne fera pas l'indépendance avec un camp ou avec l'autre. Et donc, cette guerre qui vient, je pense que le combat contre le wokisme, bientôt, sera perçu, en tout cas, comme une litote, sera perçu comme une berlue, comme quelque chose d'insignifiant. Je vais conclure, j'aimais beaucoup la soirée. Alors, il y a François, parce qu'il y a deux choses que je veux vous dire avant de conclure cette vidéo. Sans doute un peu échevelé, mais notez que le vin y est pour quelque chose. C'est que François, on offrait un cadeau aux gens qui se présentaient ce soir. Et François a eu ce mot, François S. a eu ce mot, don sous pression. Parce que Fabienne et moi, on a invité les gens, oui, à accepter le cadeau qu'on leur offrait. Et certains avaient des réticences, certains n'arrivaient pas à le croire, certains jugeaient même qu'il y avait une sorte de stratégie commerciale derrière tout ça. On s'est bien amusé des commentaires des uns et des autres, mais don sous pression. Alors ça va être le titre de la vidéo de ce soir. Ben oui, on a mis de la pression aux gens, aux gens qui se sont rendus ce soir à notre soirée pour qu'ils consentent à accepter notre cadeau. Et là, on est dans la logique de Mars, hein? Donner, recevoir, rendre. Donner, recevoir, rendre. Et c'est comme ça que les sociétés primitives ont toujours fonctionné. Et c'est comme ça que le capitalisme réussit à puiser profondément dans ce qui a toujours été la manière de travailler, qui a toujours été la manière d'échanger dans notre malheureuse et pauvre humanité. Ce soir, je n'ai pas eu le temps d'écouter le discours de Zelensky au Congrès, les deux chambres qui étaient réunies, et le discours de Biden. Mais pour moi, c'est une image parfaite de notre situation. Un jeune homme courageux, extrêmement courageux, avec une tête bien faite, et un vieillard
que l'on dit sénile. Mais ce vieillard que l'on dit sénile, qui est tout proche, hein, d'une certaine manière, de ses fins dernières, et qui dirige la plus grande puissance planétaire, pour moi, cette image d'un homme jeune, vigoureux, courageux, héroïque, avec un vieillard qui peut-être se trompe, qui peut-être est atteint d'une certaine forme de sénilité, mais qui, pour l'essentiel, voit juste. Pour moi, c'est l'espoir de l'humanité. Ces deux personnages atypiques, réunis dans un combat que ni l'un ni l'autre n'ont voulu, ni désiré. Et qu'on peut ajouter toutes sortes de considérations d'ordre géopolitique. On peut ajouter le Donbass, la Chine, la Corée du Nord. Il en demeure pas moins que ces deux hommes-là ont sur leurs épaules l'avenir de l'humanité. Et le contraste entre les deux hommes, un homme qui est dans la quintessence de l'âge et un autre qui est presque en perte d'autonomie, mais qui tient la ligne claire. Alors qu'il se fourvoie, qu'il se trompe de chemin. C'est pas important quand on voit les choses exactement comme elles le sont. Et pour moi, c'est une image merveilleuse. Ce soir, de penser à ces deux hommes, de penser à comment Zelensky a traversé son pays en guerre, en train, pendant 9 heures, qui s'est rendu en Pologne, et de la Pologne a pris un avion nolisé par les Américains, pour quelques heures offrir un discours, comme je vous dis, que je n'ai pas entendu, mais le simple fait d'être là, pour moi, c'est un point tournant dans cette guerre. Et les deux ont annoncé que cette guerre-là serait longue. Et ça, encore là, je ne suis pas sûr que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Je ne suis pas sûr. Mais pour moi, ça m'a, je peux vous le confier, ça m'a rendu heureux, même si les temps sont extrêmement incertains. Un jeune homme, un vieillard, le courage de l'un, la lucidité de l'autre. Et je pense que c'est comme ça que notre vieille humanité va réussir à se métamorphoser. Est-ce que je voulais vous dire quelque chose d'autre ce soir? Ben, je pense que c'est tout. Alors, voilà. À demain.